Je vous propose de passer à la deuxième intervention qui sera celle d'Hélène Fontaine qui va axer ses présentations sur les virus des hépatites et puis sur quelques articles originaux concernant la thématique femmes et foi qu'on a inauguré cette année pour la première fois. Merci Hélène. Merci beaucoup. Dans le domaine des virus, comme vous le savez, on a des traitements qui sont très efficaces pour le virus de l'hépatite B, pour le virus de l'hépatite C. Donc finalement, la problématique n'est pas tellement de trouver le traitement qui va être efficace, mais c'est surtout de trouver les techniques qui vont pouvoir permettre d'obtenir l'éradication, l'élimination des virus B et C de la planète, qui est un objectif fixé par l'OMS pour 2030 et en France pour 2025. Donc j'ai repris concernant l'hépatite B deux méta-analyses qui ont été demandées par l'OMS qui concernent la prévention de la transmission materno-fétale du virus de l'hépatite B. Comme vous le savez, la transmission materno-fétale est pourvoyeuse d'un grand nombre d'infections chez l'enfant qui vont passer au stade chronique et qui malheureusement vont déboucher sur un grand nombre de cirrhoses et de carcinomes hépatocellulaires chez des patients très jeunes. Donc cette première étude avait pour but de sélectionner les études dans lesquelles les patientes antigènes HBs+, étaient enceintes, étaient traitées de façon prophylactique par analogue nucléosidique ou nucléotidique et dans lesquelles on avait une évaluation du pronostic de la mère et de l'enfant au moins 6 mois après l'accouchement. Alors, il y a beaucoup d'articles dans la littérature sur ce sujet. Sur les 7463 articles qui ont été identifiés, finalement 157 ont été sélectionnés. Dans ces articles, dans la plupart d'entre eux, c'était la telbivudine qui était analysée, 83 études concernant la telbivudine avec environ 6000 couples mère-enfant, puis 40 études sur la lamivudine avec environ 2000 couples mère-enfant, et puis le tenofovir, 19 études avec cette fois-ci à peu près 1000 couples mère-enfant. Alors, les résultats de cette étude sont résumés sur cette diapositive qui peut paraître un petit peu chargée. Globalement, il faut retenir que qu'on utilise de la lamivudine ou qu'on utilise du tenofovir, et on avait les mêmes résultats pour la telbivudine, on a de toute façon des odds ratios qui sont tout à fait en faveur de la diminution de la transmission materno-fétale par l'utilisation de ces molécules. Là, vous voyez des odds ratios qui vont de 0,07 à peu près 0,3. Alors, c'est vrai pour la lamivudine, c'est vrai pour le tenofovir et c'est également vrai pour la telbivudine. La molécule qui est la plus recommandée actuellement, c'est le tenofovir. Et donc, cette méta-analyse confirme les recommandations de l'OMS qui sont d'utiliser le tenofovir dans ce contexte. Alors, une autre étude demandée par l'OMS qui était également intéressante concernait la valeur diagnostique de l'antigène HBE pour évaluer le risque de transmission materno-fétale du virus de l'hépatite B. Alors pourquoi cette méta-analyse? Eh bien parce que dans beaucoup de pays en voie de développement, il n'y a pas les moyens financiers ou les moyens techniques suffisants pour doser l'ADN viral B et qu'on pourrait éventuellement se servir de l'antigène HBE qui est plus facile à mesurer sur le plan technique et financier. Mais est-ce que l'antigène HBE peut remplacer l'ADN viral B et dans quelle mesure? Donc voilà à quoi chercher à répondre cette méta-analyse. Donc, dans cette méta-analyse, 67 articles qui ont regardé dans un premier temps le risque de transmission materno-fétale chez les patientes qui ont un ADN inférieur à 200 000 unités par millilitre, puisque c'est le seuil actuellement utilisé. Et on voit que le risque de transmission materno-fétale chez ces patientes était très faible, 0,04%, donc c'est déjà une première réponse. La deuxième question était de connaître la valeur diagnostique de l'antigène HBE pour identifier les patientes ayant un risque important, plus important de transmission materno-fétale, donc un ADN supérieur à 5,3 log. Et là, on avait des valeurs de sensibilité qui étaient à 88% et de spécificité à 92%. Le chiffre le plus intéressant dans cette étude, c'était la valeur diagnostique de l'antigène HBE pour prédire la transmission materno-fétale malgré une prophylaxie vaccinale débutée le jour de la naissance chez les enfants. Et là, on a une sensibilité qui est vraiment très importante, 99%, même si la spécificité est moins importante. Le chiffre important, c'est celui-là. Autrement dit, le fait d'utiliser le tenofovir chez des patients qui sont antigènes HBE positives, même si on n'a pas l'ADN viral B, permet de diminuer dans un grand nombre de cas la transmission materno-fétale chez des enfants qui vont recevoir alors une prophylaxie vaccinale
le jour de la naissance. Attention, dans ces études, ce n'était pas une prophylaxie sérovaccinale, puisque ce sont des pays dans lesquels il est difficile d'obtenir l'ADN viral B, mais il est bien sûr également difficile d'avoir une séroprophylaxie à la naissance. Une deuxième étude pour les hépatites C, cette fois-ci ça concerne, une deuxième étude pour les hépatites qui concerne cette fois-ci l'hépatite C, une petite étude qui avait pour objectif de regarder l'efficacité et la tolérance du sofosbuvir et du lédipasvir dans une population particulière qui sont les patients en insuffisance rénale chronique sévère. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il a été démontré que le sofosbuvir et surtout le métabolite du sofosbuvir était très augmenté quand on l'utilisait chez les patients insuffisants rénaux chroniques sévères, définis par une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. Et c'est d'ailleurs une population dans laquelle il n'y a pas l'AMM pour les combinaisons utilisant le sofosbuvir. Donc ça, c'est une toute petite étude de phase 2B qui a été ouverte, qui a été réalisée aux USA et en Nouvelle-Zélande. 3 groupes. Les 2 premiers groupes étaient traités par sofosbuvir 200 ou 400 mg et ribavirine. Le 3e groupe, lédipasvir et sofosbuvir. Et on va s'intéresser à ce groupe-là puisque c'est celui qui ressemble le plus à ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire des combinaisons sofosbuvir et inhibiteurs de NES5A. Alors, les 18 patients au total avec des caractéristiques qui ressemblent à ce qu'on voit habituellement en pratique clinique courante. De façon assez attendue, la réponse virologique soutenue était de 100%. Le problème, c'était plutôt d'évaluer la tolérance. Et finalement, en termes d'effets secondaires, il n'y avait pas plus d'effets secondaires dans cette étude que dans les études qui ont été réalisées chez des patients avec une fonction rénale normale. Un peu plus d'effets secondaires sévères, mais pour la plupart, ces effets secondaires n'étaient pas liés au sofosbuvir, mais étaient liés à la néphropathie elle-même. 0% de décès, 0% d'arrêt du traitement pour effets secondaires, 22% de céphalée et 22% de fatigue, donc à peu près ce qu'on voit dans les études réalisées chez des patients non insuffisants rénaux sévères. Et là, on voit qu'il y avait relativement pas mal d'hypercalémie et pas mal d'anémie, mais là encore une fois, c'était des effets secondaires qui étaient liés à l'insuffisance rénale et pas au sofosbuvir. Alors un tout petit bémol pour un patient qui a eu une diminution de la clairance de la créatinine assez importante au cours du traitement, de 14 ml par minute, et qui a nécessité de débuter la dialyse, mais c'était un patient qui était dans un contexte post-opératoire, et c'est plutôt le contexte post-opératoire qui a été lié à cette aggravation, et cette aggravation n'a pas été reconnue comme étant liée au sofosbuvir. Donc, comme je vous l'avais dit, on voit bien qu'il y a une augmentation du métabolite au sofosbuvir chez les patients qui sont traités par 200 mg de sofosbuvir, 400 mg de sofosbuvir, 400 mg de sofosbuvir plus du lédipasvir. Mais on voit également que cela n'a pas d'impact en termes de variation de la clairance de la créatinine qui était détaillée chez les 18 patients et pas non plus de variation en moyenne. Donc finalement, bien que l'effectif de cette étude soit faible, les résultats en termes de tolérance et d'efficacité étaient excellents avec une association de sofosbuvir 400 mg et lédipasvir, et ça confirme les multiples petites séries qui avaient été publiées, qui étaient en fait des séries d'expériences en vie réelle au moment où on n'avait pas d'autres médicaments que les associations avec le sofosbuvir. Alors maintenant, passons au D. Alors pour le D, le progrès thérapeutique récent, c'est l'utilisation du bulévirtide, dont je ne vais pas parler spécifiquement dans cette revue de la littérature, mais le bulévirtide, pour rappel, est en AMM maintenant depuis le mois de septembre dernier, après avoir été utilisable en ATU de cohorte pendant presque un an. Alors maintenant qu'on a fait des progrès sur le traitement de l'hépatite B, il faut savoir où sont les patients qui ont une hépatite D, quelle est la charge liée à cette infection, quels sont les groupes à risque et où faut-il chercher les patients. Alors ça, c'est encore une méta-analyse qui a eu pour but d'estimer dans le monde, à partir de 282 études sélectionnées, 395 séries réparties dans 95 pays,
la prévalence de l'hépatite D, de la séroprévalence chez 120 000 sujets antigènes HBS. Et là, on voit la répartition. Donc, les zones rouges sont plus touchées par l'hépatite D. Vous reconnaissez la Mongolie. Et puis, vous avez les zones en orange en Afrique de l'Ouest. Il y a également la Moldavie qu'on ne distingue pas parce que le pays est trop petit et que ma carte est trop petite. Et puis, vous avez d'autres zones à risque, et en particulier l'Amérique du Sud, où il y a des zones plus à risque, par exemple le long du fleuve Amazonie. En termes de groupes à risque dans cette étude, ce qui a été mis en évidence, c'est que dans les groupes à risque d'avoir une hépatite D, on va retrouver les patients qui sont injecteurs de drogue, les travailleurs du sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, puis les patients qui ont infecté VIH, VHC et les patients ayant une cirrhose, et également les carcinomes hépatocellulaires et les patients hémodialysés. Donc finalement, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Donc là, vous avez un tableau qui est un petit peu chargé. Il faut le lire de la façon suivante. Vous avez là les différentes régions du monde, et puis vous avez les chiffres globaux dans le monde. Au total, 7 milliards de personnes, parce que il faut multiplier par 1000. Il y a dans le monde 3,5% de patients qui sont antigènes HBS+. Chez ces patients-là, 4,5% des patients qui sont antigènes HBS+, sont également IgG anti-hépatite D positif, ce qui représente au total 0,16% de la population. La moitié de ces patients, 58% environ, ont un ARN delta positif. Ce sont les patients qui vont évoluer vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Ça représente 0,09% de la population générale. Et finalement, au total, on a 11 millions de personnes qui ont des anticorps anti-hépatite D dans le monde, dont la moitié, c'est-à-dire 7 millions, ont une hépatite D chronique définie par la présence de l'ARN VHD. Ce sont ces patients qu'il faut chercher à traiter. Donc en conclusion, il faut retenir que l'infection par le virus de l'hépatite D est fréquente chez les patients antigènes HBS, 4 à 5%. Il ne faut pas oublier ce dépistage, et c'est malheureusement trop souvent le cas. Beaucoup de patients arrivent en consultation avec une hépatite B chronique, un dépistage du C et du VIH, mais pas du D, attention. Il faut faire encore plus attention chez les patients qui sont à facteur de risque, c'est-à-dire non seulement le risque sexuel, mais aussi les usagers de drogue et les patients qui ont infecté VIH-VHC. Ne pas oublier que parmi tous les patients qui ont une hépatite B, l'hépatite D va surajouter 18% de cirrhose et 20% de carcinome hépatocellulaire. C'est à peu près cohérent avec une autre étude qui a été publiée également cette année, qui montrait un risque relatif de CHC de 1,28 chez les patients qui étaient BD par rapport aux patients qui étaient B. Et c'était encore plus important chez les patients qui ont infecté VIH-BD. Et donc, c'est une maladie qui, même si elle paraît rare, représente quand même une charge importante en termes de santé publique, ce qui nécessite son dépistage, sa prise en charge, et puis surtout la prévention, puisque très simplement, la prévention de l'hépatite D, il faut le rappeler, c'est la vaccination contre l'hépatite B. Alors l'hépatite E, c'est surtout un problème finalement chez les patients qui sont immunodéprimés, puisque ce sont ces patients qu'on va voir survenir des formes chroniques avec une évolution vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire, et en particulier des formes rapidement évolutives vers la cirrhose, puisque on a décrit jusqu'à 50% d'évolution vers la cirrhose au bout de 5 ans d'évolution d'une hépatite E chronique. Donc cette méta-analyse avait pour objectif d'observer et d'estimer la séroprévalence et la réplication virale E chez des patients immunodéprimés représentés par 14 600 patients transplantés d'organes et comparés à 20 000 patients infectés par le VIH dans 120 études qui ont été réalisées entre 1996 et 2019. Alors sur ce graphique, on voit les séroprévalences avec les différents tests utilisés. Et donc en fait, on va comparer test par test. Vous avez en noir les séroprévalences chez les patients VIH et en gris les séroprévalences chez les patients transplantés. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence significative de prévalence des IgG hépatite E entre les deux populations qu'on utilise les tests, quel que soit le test commercialisé utilisé. Par contre, c'est vrai que quand on a des tests faits maison, là par contre, il y avait des différences, mais maintenant, on utilise plutôt cela.
Par contre, la prévalence était différente chez les patients transplantés par rapport aux patients vivant avec le VIH, puisqu'on avait environ entre 6 et 30% de séroprévalence chez les patients transplantés, c'est-à-dire plus que chez les patients qui vivent avec le VIH, où on a été entre 3,5 et 19,4%. Alors deuxième question, ce qui est important, c'est de savoir qui a une hépatite E chronique, puisque finalement l'hépatite E guérie ne pose pas de problème. Et là, pour cette deuxième question, 25 000 patients ont été analysés d'après les données de 56 études, donc 18 000 patients transplantés et 7 644 patients vivant avec le VIH. Et on voit qu'on a une prévalence de l'ARN de l'hépatite E qui est beaucoup plus importante chez les patients transplantés, puisqu'on était à 1,2%, par rapport à 0,39% chez les patients vivant avec le VIH, donc avec un risque relatif qui était de 3,1%. Et c'était encore plus vrai chez les patients transplantés qui avaient une cytolyse hépatique, puisqu'à ce moment-là, on était à 5% de prévalence. Alors, à quoi peut être due cette différence? Probablement au fait que chez les patients qui vivent avec le VIH, la plupart d'entre eux sont traités par antirétroviraux et que donc ils ont un statut immunitaire qui est bien meilleur que les patients transplantés qui ont une immunosuppression obligatoire du fait de leur greffe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la séroprévalence est similaire chez les patients transplantés et les patients vivant avec le VIH, avec quand même une petite tendance à avoir une séroprévalence un peu plus importante chez les patients transplantés, mais par contre la réplication est franchement beaucoup plus fréquente. Et donc ces résultats suggèrent de ne pas oublier de rechercher une infection chronique E chez ces patients et au minimum chez les patients ayant des perturbations du bilan hépatique. Alors maintenant on va sortir un petit peu des virus, et donc il y a une étude intéressante qui a été publiée cette année sur la mortalité au cours de la cirrhose en fonction du sexe. Alors pourquoi se poser la question? Eh bien parce que l'hépatopathie a une prévalence plus faible chez la femme, l'évolution vers la fibrose est plus faible chez la femme, l'évolution vers la cirrhose est plus faible chez la femme, idem pour le carcinome hépatocellulaire, et donc la mortalité par hépatopathie a comme réputation d'être moins mortelle chez la femme que chez l'homme. Alors cette étude était particulièrement intéressante parce qu'elle avait comparé un grand nombre de patients, au total 20 000 patients cirrhotiques qui provenaient de bases de données de 2,4 millions de personnes en population générale, et ces 20 000 patients cirrhotiques ont été comparés à 1774 patients listés qui provenaient de la base UNO, c'est donc la base aux États-Unis de patients listés pour une transplantation hépatique. Alors, que donnent ces comparaisons? D'abord, si on s'intéresse uniquement aux patients cirrhotiques, donc les 20 000 patients, vous voyez ici les différences sur ce tableau. Il y a plus d'hommes que de femmes. Les hommes sont en général un peu plus jeunes que les femmes. Le suivi moyen est un peu plus bref chez les hommes que chez les femmes. Il y a quelques différences en termes ethniques, mais on a de toute façon une majorité de personnes caucasiennes ou afro-américaines. Il y a quelques différences pour la prise en charge sur le plan des assurances, puisque on voit qu'il y a un peu plus de femmes qui en sont assurées par Medicare que d'hommes. Pas de différence en termes d'assurance privée, et par contre un peu plus d'hommes qui ont des assurances dites autres. Et là, je dois dire qu'il ne faut pas me poser la question parce que je ne sais pas ce que ce sont que les autres assurances aux États-Unis. Un score de comorbidité qui était équivalent entre les deux groupes. Les étiologies alcool, hépatite C, hépatite B étaient plus fréquentes chez les hommes. Les étiologies NASH, cholestase et auto-immunité étaient plus fréquentes chez les femmes. Et effectivement, les complications, qu'elles soient CHC, acide, encéphalopathie ou hypertension portale, étaient plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes. Et les femmes avaient un DMELD qui était plus faible que celui des hommes. Alors, les auteurs ont essayé de regarder quelles étaient les variables en univarié qui étaient différentes entre les hommes et les femmes, et ont ajusté ensuite l'analyse sur ces variables. Donc la liste de ces variables est la suivante, hein, l'âge, l'ethnie, l'assurance, l'étiologie, la présence d'une NASH, le CHC, l'acide, le MELD, les comorbidités et l'alcool. Et alors que les variables protectrices étaient le fait d'être d'origine hispanique ou asiatique, le fait d'avoir un statut connu de l'hypertension portale, probablement parce que ça permet une meilleure prévention, et puis le fait d'avoir une étiologie virale C ou une cholestase chronique, et probablement parce que ce sont des étiologies qui sont plus faciles à traiter.
Alors, quand on regarde la courbe de survie à 5 ans après analyse ajustée sur la cohorte entière, on voit qu'il n'y a pas de différence significative en termes de mortalité hépatique en fonction du sexe. Par contre, on a une diminution de la mortalité non hépatique chez la femme par rapport à l'homme. C'est également la même chose chez les patients qui n'ont pas de cirrhose, hein, c'est ce qu'on voit dans la population générale. Et on a un recours à la transplantation hépatique qui est plus faible chez la femme que chez l'homme. Donc au global, il y a une diminution de la mortalité globale chez la femme avec un hazard ratio qui était à 0,84 et qui était dû en fait à la diminution de la mortalité non hépatique et qui persistait même quand l'analyse prenait en compte le risque compétitif de transplantation. Alors maintenant, on va passer aux patients qui étaient inscrits sur liste de greffe en reprenant l'ajustement sur les mêmes variables. Là, on voit qu'il n'y a toujours pas de différence de mortalité en termes hépatiques, mais il n'y a pas non plus de différence, par contre, en termes de mortalité non hépatique. Et il y a toujours un recours plus faible à la transplantation hépatique. Donc c'est vrai que cette courbe peut sembler dérangeante, puisque finalement, il y a moins de recours à la transplantation hépatique chez la femme que chez l'homme, mais finalement, ça ne génère pas de surmortalité, et c'est probablement parce que les femmes évolue moins rapidement vers des formes graves. En tout cas, la mortalité globale chez la femme montrait une diminution non significative après ajustement. Si on prenait en compte le risque compétitif de transplantation hépatique, à ce moment-là, il y avait une augmentation, mais qui était non significative. Et lorsqu'on prenait en compte le risque compétitif de la greffe et de la mortalité non hépatique, on avait une petite augmentation de la mortalité hépatique chez la femme, mais qui restait non significative. Donc finalement, les conclusions de cette étude, c'est que le sexe féminin est effectivement associé à une diminution de la mortalité globale au cours de la cirrhose, mais par une diminution de la mortalité non hépatique sans diminution significative de la mortalité hépatique. Le taux d'inscription sur liste de greffe est plus faible chez les femmes et le taux de transplantation hépatique est plus faible chez les femmes, mais sans qu'il y ait pour conséquence une diminution de leur survie. Et les auteurs suggéraient dans les futures études de bien prendre en compte le devenir des patients délistés pour différencier en fait les patients délistés pour amélioration et les patients délistés pour aggravation, le débit de filtration glomérulaire et la taille du patient qui peut influer sur la prise en charge chirurgicale. Alors un sujet intéressant, c'est l'évolution de la grossesse chez les patientes cirrhotiques. Ça, c'est une étude canadienne où j'ai appris plein de choses. Donc c'est une étude cas contrôle rétrospective qui a comparé les complications pendant la grossesse et après la grossesse chez la mère et chez l'enfant, chez 2000 patientes qui avaient une grossesse et une cirrhose compensée et 10 000 patients de contrôle qui avaient donc une grossesse mais sans cirrhose. Et cette analyse était ajustée sur l'année d'accouchement et sur le statut socio-économique en analyse multivariée. Alors la première chose que j'ai apprise, c'est qu'il y avait une augmentation du taux de natalité chez les femmes cirrhotiques et dans cette étude, finalement, c'était multiplié par un facteur 7 entre 2000 et 2016. L'autre chose que j'ai apprise, c'est que, alors, je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait une diminution du taux de natalité chez les patientes avec une cirrhose décompensée par rapport à la population générale, mais par contre, on avait une augmentation du taux de natalité chez les patientes avec une cirrhose compensée par rapport à la population générale. Et par ailleurs, dans la description des patientes, vous voyez que pratiquement les 3/4 de ces patientes au Canada avaient des cirrhoses qui étaient relatives à une stéatose métabolique. Et pour 20% des autres, il s'agissait de maladies virales. Alors, les résultats principaux de cette étude sont les suivants. Ils ont montré qu'il y avait une augmentation des complications périnatales chez les femmes cirrhotiques après analyse ajustée sur plusieurs variables. Alors bien sûr, il y a l'âge et la catégorie socio-économique dont on a parlé tout à l'heure, mais également les comorbidités, et en particulier obésité, diabète, hypertension artérielle et grossesse multiple, qui sont en fait des facteurs de risque de complications gynéco-obstétriques habituelles. Et finalement, en comparant les deux populations, on voit qu'il y a une augmentation des complications périnatales, principalement de la cholestase gravidique, avec un risque relatif à 10, mais aussi du déclenchement du travail, des infections puerpérales, de la prématurité, de la macrosomie et de la détresse respiratoire néonatale.
Alors que se passe-t-il maintenant chez les femmes après l'accouchement? Eh bien finalement, en termes de décès ou de transplantation, 0,3% seulement, donc ce chiffre est relativement rassurant. En termes de décompensation de cirrhose, on a 1,6% de décompensation de cirrhose dans l'année qui suit l'accouchement, mais on a de grosses différences entre les patientes qui n'ont jamais eu d'antécédents de décompensation de cirrhose auparavant. Donc pour ces patientes-là, le risque est de 1,2% seulement. Par contre, chez les patientes qui ont déjà eu un antécédent de décompensation de cirrhose, ce chiffre est de 13,2%. Donc c'est vraiment une information importante à donner à la patiente qui a eu déjà un antécédent de décompensation de cirrhose. Alors quand on dit décompensation de cirrhose, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit dans 2/3 des cas d'une hémorragie digestive, et puis on retrouve dans les autres cas un syndrome hépatorénal, une encéphalopathie hépatique et des décompensations œdémato-ascitique. Donc la conclusion de cette étude est la suivante. On a finalement des complications hépatiques qui sont finalement rares chez la patiente enceinte à condition d'avoir une cirrhose compensée. Mais par contre, on a des complications périnatales qui sont d'incidence vraiment augmentée. Et ça nécessite d'avoir une surveillance accrue et multidisciplinaire en même temps par les gynécologues obstétriciens et en même temps par les hépatologues chez ces patientes pendant la grossesse et en postpartum. Alors une dernière étude qui va concerner les FIV. C'est vrai qu'on a relativement peu de demandes de FIV chez les patientes qui ont des maladies graves du foie, mais on peut avoir ce type de demande. C'est une étude rétrospective qui a repris l'efficacité et la tolérance de la FIV chez 42 patientes. Vous voyez sur une période de 30 ans entre 90 et 2019, 57 cycles de FIV en tout chez ces patientes qui avaient un âge médian de 33 ans, entre 24 et 49 ans. Alors pourquoi une FIV chez ces patientes, encore plus que dans la population générale? Eh bien parce qu'il y a un lien entre l'hépatopathie et la fertilité, puisque l'hépatopathie a pour conséquence et est associée à un hypogonadisme. On sait qu'il y a environ 30 à 50% d'aménorrhée chez les patientes cirrhotiques, qu'on peut avoir un lien entre certaines pathologies qui vont amener à une baisse de la fertilité et des pathologies hépatiques, par exemple l'association entre la stéatose métabolique et le syndrome des ovaires polykystiques. Et puis on peut également avoir des pathologies auto-immunes qui sont en même temps d'atteinte hépatique et d'atteinte gonadique ou endocrinienne. Et puis il faut également faire attention aux traitements immunosuppresseurs chez les patientes pendant la grossesse. Et il a été décrit également des adhérences péritubaires, peut-être pas très fréquentes quand même après transplantation hépatique. Donc vous avez en bas de la diapositive la description des patientes, donc 6 patientes cirrhotiques, 11 patientes transplantées hépatiques, 25 patientes ayant une hépatopathie et sans cirrhose. Et pour la majorité de ces patientes, les causes étaient principalement auto-immunes ou virales. Alors, quels sont les résultats? Donc là, vous avez les 3 groupes de patients. Donc, vous avez en haut les hépatopathies sans cirrhose qui sont les plus importantes, puis les patientes transplantées hépatiques et les patientes cirrhotiques. On voit qu'en termes d'efficacité de l'implantation, finalement, les chiffres vont de 71% à 82% en fonction des groupes. Bien sûr, les groupes sont d'effectifs trop faibles pour permettre une comparaison, donc c'est vraiment de la description. L'autre information importante, c'est que pendant le traitement hormonal pour la stimulation, on a entre 22 et 38% d'anomalies biologiques. Donc attention à ces anomalies biologiques hépatiques, dont le pic est en général peu important, et au maximum, ce qui a été décrit, c'était des transaminases à 300, et elles sont habituellement régressives après l'arrêt de la stimulation. En termes d'efficacité de naissance d'enfants vivants, vous voyez que ça va de 62% à 44%, avec en reflet malheureusement une augmentation des fausses couches et des morts fœtales in utero, plus chez les patientes transplantées hépatiques, plus chez les patientes cirrhotiques que les patients non cirrhotiques. On a également des taux de prématurité qui sont vraiment importants, puisqu'ils sont de 33% chez les patientes sans cirrhose, mais 85% chez les patientes transplantées hépatiques et 100% de prématurité chez les patientes cirrhotiques. Et puis on va avoir aussi un certain nombre de complications qui sont décrites souvent au cours de la FIV, qui sont le syndrome d'hyperstimulation, qui a été observé dans ces populations entre 3 et 11% des patientes, la cholestase gravidique, donc entre 0 et 12% des patientes, la prééclampsie ou le HELP syndrome, c'était entre 0 et 14%, des décompensations de cirrhose qui ont été
bien sûr décrites chez les patientes cirrhotiques, 22%. Les exacerbations biologiques en postpartum ont été décrites uniquement chez les patientes qui avaient des pathologies auto-immunes, et l'hémorragie du postpartum semblait plus importante chez les patientes cirrhotiques, mais encore une fois, attention, il n'y a pas de comparaison possible avec des effectifs aussi petits. Les conclusions, donc, qui étaient encore une fois difficiles à tirer de façon fiable en raison des effectifs faibles et de la population hétérogène, étaient les suivantes. Il faut vraiment informer les parents sur les risques de la FIV, parce que ces risques sont quand même conséquents chez l'enfant et chez la femme. La FIV est à proposer seulement dans les hépatopathies compensées. Alors, les auteurs ont essayé d'essayer d'individualiser un MELD seuil qui pourrait permettre de permettre ou de ne pas permettre la FIV, mais ce seuil était impossible à définir de façon fiable dans cette étude. Mais ils ont évoqué un MELD à 10, mais encore une fois, c'était évoqué de façon très superficielle. Et idéalement, il faut proposer la FIV chez des patientes qui n'ont pas d'hypertension portale. Attention à la surveillance du bilan hépatique pendant le traitement hormonal à cause de l'apparition et de l'exacerbation d'anomalies hépatiques biologiques. Et il avait été également suggéré par cette étude que les patientes qui allaient avoir une exacerbation biologique ou l'apparition d'anomalies biologiques pendant le traitement de la stimulation étaient les patientes qui allaient faire le plus de cholestase gravidique. Donc un peu plus attention chez ces patientes. Et puis attention à la prématurité, et puis bien sûr ne pas oublier le monitoring des immunosuppresseurs chez les patientes qui sont transplantées hépatiques. Voilà. Merci beaucoup Hélène. Donc beaucoup d'informations. Oui. Je vais te poser des questions qui sont plutôt axées sur ce que doit retenir un clinicien. Donc si on revient sur les virus, le message, c'est que probablement, enfin c'est en tous les cas ce que recommande le ASL, il faut faire une charge virale en fin de deuxième trimestre de grossesse chez les femmes qui sont porteuses de l'antigène HBS, et pour débuter un traitement, si la charge virale est supérieure à 200 000, c'est ce qu'on nous recommande, oui, tout à fait. 8 par ml. Donc ce début de traitement se situe entre 24 et 28 semaines, a priori. Donc ça, je pense qu'on est tous à peu près alignés sur oui. cette recommandation. Et maintenant, quand est-ce qu'on arrête le traitement ? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs typologies de patientes. D'abord, il y a les patientes qui, de toute façon, devaient être traitées, ont été diagnostiquées pendant la grossesse, ont été traitées pendant la grossesse, mais gardent une indication à être traitées. Donc, chez elles, on n'arrêtera pas le traitement. Il y a les patientes qui, par exemple, les patientes immunotolérantes, si on arrête le traitement en postpartum, enfin, vers le troisième mois postpartum, on sait que la charge virale va remonter de façon assez rapide, et on peut se poser la question chez des patientes qui veulent avoir plusieurs enfants d'affilée, de continuer le traitement sans l'arrêter de façon successive. Et puis chez les patientes par contre qui n'ont pas d'autres désirs de grossesse immédiat et qui n'ont pas d'indication à un traitement, à ce moment-là on peut arrêter 3 mois après l'accouchement, en faisant bien sûr attention parce qu'il y a quand même un petit risque d'exacerbation. Donc on surveille la virémie, on surveille l'ADN viral, mais dans la très grande majorité des cas, même si on a un petit flair, ça se passe bien et la patiente revient à son état d'origine en termes de réplication et de statut biologique. Très bien. Alors le delta, bon, effectivement, il faut maintenant que tout le monde dépiste le delta chez les porteurs chroniques du B, c'est quand même un événement fréquent, schématiquement 5% de la population porteuse de l'antigène HBS. Effectivement, c'est peu fait, il y a des papiers qui ont montré que schématiquement, chez les gens qui ont un antigène HBS, le taux de dépistage est assez décevant, de l'ordre de 20%. Alors probablement pas dans les séries hospitalières et chez les spécialistes, mais je pense qu'il faut que largement on diffuse cette information. Et on a la chance maintenant d'avoir un médicament qui a l'AMM depuis quelques semaines, donc le bulévirtide, non commercial et Pcludex. Il y a des conditions d'AMM qui sont très larges, mais est-ce que tu peux nous rappeler les conditions de remboursement, s'il te plaît ? Oui, c'est vrai que là, il y a un petit flou artistique, c'est-à-dire qu'en fait, l'AMM concerne tous les patients qui ont une hépatite B chronique, mais l'AMM, dans les conditions où la sécurité sociale va rembourser le traitement, ne concerne que les patients qui ont exactement le même profil que ceux qui pouvaient profiter de l'ATU de cohorte il y a quelques mois. C'est-à-dire ce sont les patients qui sont F3 ou F4, quelles que soient les transaminases, ou alors si ce sont des patients F2, il faut que les transaminases soient supérieures à 2 fois la normale, à 6 mois d'intervalle. Mais en tout cas, ça ne concerne pas les patients qui ont des lésions moyennes
avec des transaminases normales et ça ne concerne pas non plus les patients qui sont F0 ou F1. Si on traite ce type de patient, à ce moment-là, c'est l'hôpital qui va payer et ce ne sera pas la sécurité sociale, enfin ça sera sur le budget hospitalier si j'ai bien compris. Donc un risque de dérive quand même importante au regard du coût de cette injection quotidienne. Quotidienne, oui, tout à fait. Et pendant un temps probablement prolongé, surtout chez les patients qui seront traités en monothérapie. C'est ça. Et un temps qui, pour l'instant, n'est pas défini. Tout à fait, mais on compte sur les résultats de l'étude Bulle Delta, qui est je fais un peu la promotion, mais c'est une étude ANRS qui a pour but justement, c'est un observatoire qui a pour but de récupérer des données chez tous les patients traités par bulévirtide en France, et c'est à partir de ce type d'observatoire, de ce type d'étude, qu'on pourra avoir plus de renseignements sur la durée nécessaire de traitement en fonction de la typologie du patient. Et ça, tu penses que ces informations seront disponibles dans quel délai? Pour la FEF peut-être? Pour les journées scientifiques de la FEF, c'est un peu tôt encore? Ça sera probablement un peu tôt. Ouais. Ça serait bien, mais ça sera probablement un peu tôt pour la raison suivante, c'est qu'on a essayé quand même, dans la plupart des cas, de traiter les patients par interféron en plus du bulévirtide, parce qu'il y a plus d'efficacité de la bithérapie par rapport à la monothérapie. Le problème, ça a été de traiter les patients qui étaient F3, F4 par interféron dans l'épidémie Covid qu'on connaît. Donc là, très clairement, on a repoussé le début des traitements et surtout pendant les périodes de confinement parce que ça ne permettait pas aux patients de rester confinés, surtout avec une cirrhose, et il était plus compliqué de les surveiller sur le plan tolérance et efficacité. Merci. Alors, dernière question pour le clinicien. Donc, moi, j'aime beaucoup cet article de gastroentérologie là, sur les grossesses chez les femmes cirrhotiques. C'est un effectif quand même assez impressionnant. Hein. On avait 2000 patients, donc 2000 patientes cirrhotiques. Un message pour les cliniciens qui prennent en charge des femmes cirrhotiques enceintes. On a vu que le risque essentiel était la décompensation sur un mode hémorragique. Donc finalement, il faut très largement évaluer ces femmes en début de grossesse et leur faire, alors est-ce qu'on applique les critères de Baveno, est-ce qu'on fait une fibroscopie, mais en tous les cas, on dépiste l'hypertension portale avec tous les moyens nécessaires. C'est le message. Oui, exactement. Et non seulement on dépiste l'hypertension portale, mais je pense que ça vaut la peine de demander en même temps que la première fibroscopie directement des ligatures de varices ésophagiennes, parce que ce sont des patientes qu'on ne pourra pas mettre sous bêta-bloquant pour des raisons gynécologiques obstétriques, et donc finalement, il faudra ligaturer si on tombe sur des varices ésophagiennes qui sont de grade moyen ou fort. Donc je crois que le principal message, c'est ça, c'est-à-dire que si on a une patiente qui est cirrhotique, qu'on suit et qui est en âge d'avoir des enfants, il faut que quand il y a un désir de procréation, elle nous prévienne et qu'on puisse faire cette prévention avant, parce qu'à ce moment-là, on va éviter quand même les 2/3 des complications qui surviennent dans 1,6% des cas. Donc finalement, on va réduire à presque 0,5% le risque de décompensation après la grossesse. Donc là, ça vaut vraiment le coup.